Comment mettre en mouvement nos relations humaines grâce à la gestion de nos émotions? Et comment utiliser la gestion de nos émotions pour augmenter la qualité de nos relations humaines? C'est la vidéo que je vous propose. Je vais vous en parler tout en vous montrant comment je repique des choux raves. On en parle juste après ça. Hello, bonjour les permaculteurs et bonjour les permacultrices. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Mathieu et je suis permaculteur, électroculteur basé en Alsace. Et en plus de cela, ça fait plus de 5 ans maintenant que je m'intéresse de près aux neurosciences et à ce qu'elles nous apprennent en termes de gestion de nos émotions, en termes de contrôle de nos pensées et au niveau du contrôle de notre ego. Donc nous sommes le 4 avril et il pleut toujours autant. Je voulais m'occuper d'une plate-bande pour la préparer pour l'été, enfin pour la saison, mais le sol est trop mouillé. Donc c'est dans ma cabane que je vous retrouve. Et donc je vais vous parler de gestion des émotions et de la manière dont on peut les utiliser pour mettre en mouvement nos relations humaines. Puisque comme je vous l'ai déjà dit, à 90% des projets de éco-hameau ou de vie en collectivité échouent au bout de 4 à 5 années parce que souvent les gens ne peuvent plus vivre ensemble, tout simplement parce qu'ils n'ont pas appris à gérer les émotions et il s'agit d'une compétence. Donc je vais changer un peu de formule, je vais vous parler de tout ça et en même temps je vais vous montrer ma technique de repiquage des choux raves. Je ne vous donnerai pas plus d'explications, vous le verrez à l'écran. Je crois qu'une bonne démonstration en image vaut mieux que 1000 explications. Et comme la permaculture traite également de relations humaines, je crois que nous sommes dans une période où il est plus que important que ceux qui ont quelques humbles connaissances en termes de gestion des émotions, et bien les transmettent. Donc c'est ce que je fais au travers de cette vidéo, puisque on vit quand même une sacrée époque où il vaut mieux être capable ou avoir quelques connaissances pour gérer nos propres émotions, afin que les relations humaines que nous avons créées ou que nous souhaitons créer ne se délitent pas dans des incompréhensions qui sont uniquement le résultat d'une gestion émotionnelle interne non effectuée. Alors juste un petit mot concernant les choux raves avant de démarrer ce que je vais vous dire concernant la mise en route, la mise en mouvement de nos relations humaines grâce à la gestion de nos émotions. Juste un petit mot concernant sur ce que vous allez voir à l'image. Eh bien j'ai choisi de repiquer cette année les choux raves que j'avais plantés comme ça en petites alvéoles. Et comme la luminosité n'est pas superbe, on a peu de soleil depuis que je les ai semés, eh bien les choux raves ont eu tendance un petit peu à tiger, à s'allonger pour rechercher la lumière avant de produire la première feuille. Donc vous voyez les pédoncules, et la première feuille n'est pas encore sortie, et vous voyez là déjà des choux raves, des tiges de choux raves qui se sont affaissées parce qu'elles sont trop longues. Donc vous imaginez quand la première feuille va sortir avec le poids, la tige ne supportera pas le poids de la feuille. Donc j'ai décidé de les repiquer dans des pots individuels et je vais les repiquer à ras. Voilà, à ras de la jointure, de manière à ce que les feuilles puissent pousser et que la tige se renforce un petit peu. Et ensuite je les planterai à l'extérieur, une fois qu'il y aura 3 feuilles, 2 ou 3 feuilles. Un dernier petit mot par rapport au substrat que j'utilise. Donc c'est un substrat que j'ai fait moi-même. Donc très rapidement, j'ai pris un peu de terre du jardin que j'ai tamisé. J'y ai ajouté du compost 90% végétal et 10% en fiente de poule que j'ai tamisé également. Ce qui fait que j'ai que la poudre. Et ce qui me reste de cette tamisation, ce sont les éléments beaucoup plus grossiers, qui sont des éléments végétaux non encore décomposés, que je garde à part pour pailler des semis ou pour mélanger, pour faire un mélange
très fortement nutritif que j'utilise pour, pour faire un apport nutritif aux fruitiers ou à d'autres plants que généralement je ne nourris pas en cours d'année. Donc je le fais une fois par an et c'est ce que j'y mets, en plus de cornes, de sang séché et de compost issu d'un lombricompost. Mais ça fera l'objet d'une autre vidéo, je vous expliquerai ça. En tout cas, dans ce substrat, donc, je mets de la terre tamisée, du compost 90% végétal, 10% fiente de poule tamisée. J'y ajoute des petits grains de perlite pour absorber l'eau, hein, pour que lors des arrosages, l'eau ne s'évapore pas trop vite, hein, reste un petit peu dans le substrat. J'y ajoute du terreau. Et enfin, j'y ajoute aussi ce que je récupère de mes anciens semis, ceux que je n'ai pas plantés en terre. Comme là, on va faire un semis, on va faire un repiquage des choux raves. Il va me rester de la terre à substrat. Et ben, je le conserve, je le mets à part et je le réinjecte donc là-dedans lorsque je refais du terreau pour effectuer mes semis ou mes repiquages. Voilà, ben c'est parti. Alors voilà, donc tout en repiquant les céleris, je vais essayer un petit peu, grâce aux neurosciences, de vous expliquer comment on peut faire pour améliorer notre intelligence émotionnelle. Alors les neurosciences appliquées nous apprennent aujourd'hui comment voir de nos propres yeux, comment fonctionne notre cerveau, en quoi parfois il peut nous jouer quelques mauvais tours ou au contraire, comment on peut l'apprivoiser pour pouvoir l'utiliser vis-à-vis de nous-mêmes et par la suite avec nos différents interlocuteurs, en groupe ou tout simplement en société, afin de se sentir mieux soi-même et d'améliorer nos interactions sociales. Alors, il est intéressant dans ce sens de bien connaître, pour la bonne et simple raison que bien se connaître, c'est également mieux connaître les autres êtres humains, car nous fonctionnons tous selon les mêmes lois de la nature, à savoir que l'une de ces lois est que nous sommes tous autonomes, mais également interdépendants. Ce qui veut dire qu'un mauvais éclairage de nous-mêmes aura inexorablement un impact sur notre environnement et sur les autres. Alors, les neurosciences sont très étendues. Elles sont aussi bien utilisées en médecine que pour comprendre comment le cerveau ou l'être humain fonctionne. Mais ce qui peut particulièrement être intéressant au niveau de la permaculture et dans le domaine des rapports humains en termes de neurosciences, c'est ce qu'elles nous apprennent sur les comportements humains. En quoi les neurosciences expliquent nos comportements? C'est-à-dire un comportement, qu'est-ce que c'est? C'est un agissement et c'est un agissement qui dépend de quoi? Et bien forcément d'une décision consciente ou inconsciente que l'on prend soi-même. Et donc énormément de travaux neuroscientifiques ont permis de modéliser au fil du temps ce qui explique nos décisions, nos façons de faire, ce qui explique nos réactions, mais aussi ce qui explique nos erreurs, nos bugs, nos croyances, ainsi que tout ce qui influence notre manière de décider, notre manière d'être ou de ne pas être. Les neurosciences apportent aujourd'hui leur pierre à l'édifice à ce qu'on appelait autrefois la psychologie, qui a été bien évidemment utile et qui a été le fruit d'observations. Et ces pierres à l'édifice sont la finesse de compréhension à ce qui se passe dans notre cerveau pour pouvoir décoder comme une grille de lecture les comportements, les décisions et permettent à ceux qui commencent à comprendre à changer soit son état d'esprit, soit à comprendre ce qu'il peut améliorer chez lui pour se créer une vie bien plus heureuse, bien plus stable et bien plus compréhensive.
et surtout de s'adapter à un monde qui change très vite, car je le rappelle, une autre des 8 lois de la nature est que la vie est simplement un perpétuel mouvement et une recherche d'équilibre. Le monde change vite et lorsque l'on comprend les effets de ce monde qui change sur notre capacité d'adaptabilité, on le voit autour de nous, il y a des gens qui font des burn-out, des gens qui n'arrivent pas à s'adapter, qui sont désarmés face au changement. Mais aujourd'hui, pourtant, les neurosciences et la compréhension du cerveau permettent de savoir comment on peut affronter le changement et affronter la vie aujourd'hui. Voilà, j'ai donc rempli toutes les petits pots avec le terreau à semis dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc pour ce faire, comme vous l'avez vu, j'ai rempli une fois, j'ai arasé, j'ai tassé, j'ai rempli une deuxième fois, j'ai re-arasé et j'ai retassé. Voilà, il y a 2 étapes. Maintenant, je vais y faire un petit trou avec un tournevis ou avec n'importe quel autre outil. Et je vais prendre les jeunes pousses de chou rave que je vais implanter dans les petits pots. Et donc je vais implanter ces pousses jusqu'à la jonction entre les 2 cotylédons. C'est parti. Donc j'en profite pour simplement vous demander de partager cette vidéo parce que ce que nous apportent les neurosciences et ce que j'y partage pourra servir à pas mal d'autres personnes, qu'elles fassent de la permaculture ou non. Alors, comment les neurosciences expliquent-elles l'intelligence émotionnelle? Alors, les émotions se vivent dans notre cerveau, mais se situent à différents niveaux. Il faut déjà savoir que l'intelligence émotionnelle couvre plusieurs choses. D'abord, prenons un cerveau. À l'intérieur, qu'est-ce qu'il y a? Alors, il y a environ 100 milliards de neurones. Chaque neurone étant relié en moyenne à 10 000 autres neurones. Nous avons donc à peu près 1 million de milliards de connexions dans 1,4 kg de cerveau environ. Ce qui est donc fabuleusement riche. On ne pouvait pas comprendre du tout ce qu'il s'y passait avant d'utiliser depuis quelques années des scanners et autres technologies très précises qui permettent de voir et de comprendre les connexions qui se font et se défont à l'intérieur de notre cerveau. Un humain prend grosso modo, selon certaines études sur le sujet, 5000 à 6000 décisions par jour par rapport à des situations qu'il rencontre, comme par exemple s'arrêter à un feu rouge, démarrer au feu vert, se garer sur la place de droite plutôt que sur celle de gauche, je sais pas moi, ranger son badge dans son portefeuille, etc., etc. Ces décisions sont prises de manière très automatique et même parfois et souvent sans y réfléchir. En gros, ces décisions font partie de nos acquis. Elles rassemblent tout ce que l'on a appris et connu. Et donc, ces 5000 à 6000 décisions se prennent au travers de 4 gouvernances. C'est comme si on avait 4 pilotes dans l'avion qui tantôt l'un, tantôt l'autre, et ça passe de l'un à l'autre, prend des décisions en fonction des situations qui se présentent. Alors par exemple, le plus ancien de ces pilotes que nous avons en nous, et qui est la gouvernance instinctive, qui est souvent appelée le cerveau reptilien, qui est en fait l'hypothalamus, eh bien il ne possède en fin de compte que 2 fonctions essentielles qui sont vivre et survivre. Donc c'est lui qui vous rappelle qu'il vous faut boire, qu'il faut manger et dormir. C'est lui aussi qui va percevoir le danger, que ce soit un danger de mort, un danger physiologique ou tout autre danger qui pourrait atteindre votre vie. Et la gouvernance instinctive,
les émotions qu'elles génèrent sont des émotions absolument basiques qui, face au danger, font instantanément réagir et nous font passer en stress de fuite, en stress de lutte ou en stress d'inhibition. Ces émotions basiques, lorsqu'elles sont déclenchées, peuvent donc nous aider à survivre dans des cas où l'on doit fuir, se battre ou ne plus bouger en espérant que l'on sera épargné. Ensuite, il y a une deuxième partie du cerveau qui s'appellerait plutôt le paléolimbique, qui tend plutôt vers une gouvernance grégaire, qui permet d'installer entre les êtres humains une espèce de rapport de force. C'est une gouvernance qui permet une sorte de hiérarchisation entre les individus, mais ceci est vrai chez tous les mammifères. Cette gouvernance permet une sorte de hiérarchisation dans des catégories telles que des plus dominantes, des moins dominants, des plus soumis, des moins soumis, bon, etc., etc. Et donc, cette gouvernance grégaire s'installe au fil du temps, plus ou moins rapidement entre les individus. Et chez nous, les humains, cela se matérialise en une notion de confiance en soi. J'ai confiance en moi, j'ai pas assez confiance en moi, j'ai trop confiance en moi. Les émotions que cette partie du cerveau va générer sont assez inconscientes, comme par exemple les émotions qui apparaissent lorsque vous êtes, je sais pas, invité à une réunion, alors que vous êtes un peu dominant et que vous avez un peu trop confiance en vous. Vous allez considérer, en entrant dans cette réunion, que les émotions que vous avez sont celles inhérentes à la certitude tranquille, je dirais, que vous allez prendre votre place. Tandis que pour les plus soumis, la gouvernance grégaire leur générera des émotions propres à la discrétion pour se faire le plus petit possible et attendre qu'on les appelle, etc., etc. Donc la gouvernance grégaire génère des émotions qui sont assez diffuses, mais qui d'une façon ou d'une autre nous font prendre des décisions selon les différentes situations que nous vivons. Et puis, il y a la gouvernance émotionnelle. Il s'agit de notre mode limbique, qui est la plus grosse partie de notre cerveau et qui est notre dictionnaire interne en quelque sorte, le disque dur de nos connaissances, de nos savoirs et de nos apprentissages. C'est également à cet endroit que l'on va assimiler nos motivations profondes, ainsi que nos émotions de base. Celles que vous pouvez ressentir par exemple lorsque vous rencontrez quelqu'un et que votre interlocuteur a un agissement qui vous déplaît car il ne respecte pas les valeurs que vous avez par exemple. L'émotion que vous allez ressentir à ce moment-là pourra être une émotion d'angoisse, voire de peur. Ce sont des émotions qui émanent de votre mode limbique et qui ressortent car ce que vous vivez ne correspond pas à vos valeurs profondes. Mais dans un cas comme celui-ci, vous pourriez également ressentir une émotion d'agacement, d'énervement, voire de colère. Vous pourriez également ressentir de l'inhibition, c'est-à-dire une sorte de démotivation qui vous ferait dire ouh là là, c'est démotivant, c'est pas possible, alors on en est là, voilà, bon, etc., etc. Ces trois types d'émotions sont des émotions qui vont entraîner un stress à l'intérieur de nous. Et c'est ce stress qui va nous empêcher d'être dans la véritable intelligence émotionnelle. Car l'intelligence émotionnelle, qui est plus dans le mode du cerveau préfrontal, dont je vais vous parler, et qui correspond à la quatrième gouvernance émotionnelle, va nous permettre de mieux nous adapter à des situations qui, à la base, sont peut-être nouvelles, inconnues, dérangeantes ou que sais-je d'autre. En tout cas, c'est notre niveau d'intelligence émotionnelle qui va déterminer le type de réaction que l'on va avoir face à ces situations. Bien sûr,
Il existe l'émotion de la joie, l'émotion du plaisir, qui est également générée par cette gouvernance émotionnelle vécue par le territoire limbique. Ces émotions de joie et de plaisir sont plus structurées que les émotions de peur, de colère, d'inhibition ou de dégoût. Nous devons chacun, chaque jour, y être très attentifs, car elles génèrent beaucoup moins de stress que les émotions liées à la peur, à la colère, à la lutte, à la fuite ou à l'inhibition. C'est-à-dire être attentif lorsqu'on se sent agressif, ou à sentir en soi de la gêne, ou de la peur, de l'angoisse, ou de la démotivation. Ceci est important car en étant attentifs à nos émotions, nous pourrons plus facilement choisir de nous tourner vers l'une d'entre elles pour finalement parvenir à choisir ce que nous voulons ressentir, et ce, quels que soient les événements extérieurs. Cette compétence, qui est l'intelligence émotionnelle, s'acquiert par un peu de travail et peut se mettre très rapidement en place, et est d'autant plus important qu'à partir des émotions que nous ressentons apparaissent nos sentiments, car schématiquement, nos sentiments proviennent de la symbiose entre nos émotions et nos pensées. Si par exemple vous êtes dans une émotion de colère et que vos pensées sont des pensées de vengeance, apparaîtra la rancœur ou la haine. À l'inverse, si vous êtes dans une émotion de joie et que vos pensées sont axées vers le partage ou la curiosité ou l'émerveillement, pourra à ce moment-là apparaître le sentiment d'amour ou d'amitié. La joie, alliée à des pensées de surprise, peuvent faire apparaître l'humour. La tristesse, alliée à des pensées négatives, peuvent mener à des sentiments de mésestime de soi, par exemple, bon, etc., etc. Il y en a beaucoup. Alors, les sentiments sont une forme de valeur que l'on crée en soi par la construction de notre être, mais très souvent sans en avoir conscience, et surtout sans avoir conscience que nous pouvons les choisir. C'est-à-dire que les neurosciences vont plus loin que l'émotion, je dirais. L'émotion se produit et puis voilà, on réagit à cette émotion, consciemment ou inconsciemment. Alors que le sentiment est plutôt un agissement, un choix, et non une réaction. Lorsque l'on prend conscience de ce que les neurosciences nous apprennent, on est beaucoup plus dans la prise de conscience, dans l'ouverture d'esprit, dans la nuance, ce qui permet de donner un sens à la vie. Et lorsque l'on donne un sens à la vie, il y a des sentiments qui se forment en nous à partir de nos actions. On sort de la réaction liée à nos émotions. Nous pouvons mettre en action des manières de faire, des manières de penser pour construire la vie autour de nous. Et à ce moment-là, nous sommes dans des sentiments et nous nous rapprochons de ce qu'est l'intelligence émotionnelle. Et c'est donc notre cerveau préfrontal qui va nous permettre de l'atteindre. Voilà, j'ai donc procédé au repiquage de tous mes plants de chou rave. Alors, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Il me reste à protéger la terre de semis donc avec les copeaux de compost, avec la grosse partie du compost que j'ai tamisé, hein, puisque je vous ai dit que j'utilise la partie fine pour la terre à semis, et ce qui reste de la tamisation, je récupère pour mettre sur les pots de semis. Alors ça a deux avantages. Le premier, c'est que ça nourrit la terre du semis, qui est déjà assez riche, mais c'est une nourriture supplémentaire qui finira dans le sol de mon jardin, puisque je repiquerai directement le chou rave qui aura grandi. J'enlève juste le plastique, je fais un trou
à la main, hein, la terre est assez meuble. Je pose les mottes dans le trou et je referme le trou et je recouvre. Voilà, et donc les éléments grossiers du compost que je vais poser directement sur les pots finiront dans la terre du jardin. Et le deuxième avantage, c'est que la terre de semis, le petit pot, eh bien, la terre sèchera moins vite et il faudra arroser moins souvent. Et c'est ce qu'on va faire maintenant. Mais avant ça, bien sûr, c'est du terreau à semis, hein. Bien sûr, c'est de l'énergie. Et l'énergie ne se perd pas, elle se transforme. Donc on ne jette pas, on récupère. Je mets ça dans un seau qui est là. Voilà, donc on va le récupérer, on va le mettre à l'intérieur. Voilà, donc ce sera retamisé la prochaine fois que je referai du terreau à semis. Donc voilà, c'est de ça qu'il s'agit, hein. Je vais vous montrer. Voilà, donc c'est la partie grossière de compost, 90% végétal et 10% fiente de poule. Une fois qu'il est tamisé, il reste ça. Et bien sûr, c'est de l'énergie, ça ne se jette pas. Donc je réutilise pour diverses choses. Alors, le préfrontal est la partie du cerveau située derrière le fond et qui représente environ 25% de la masse d'un cerveau adulte. Le cerveau préfrontal a cette capacité non pas de réagir, mais d'agir à partir d'une grille de lecture, une vraie grille de lecture, car cette partie du cerveau est disponible pour précisément aborder l'inconnu, aborder le non maîtrisé, aborder les choses que l'on ne connaît pas, et elle possède également plusieurs dimensions. Alors ces dimensions sont la curiosité face à l'inconnu. Si vous commencez à être curieux, vous allez ouvrir un champ de vision, vous allez vous poser des questions plutôt que d'avoir des idées toutes faites ou de n'aimer que la routine et les habitudes. Donc la curiosité va permettre cette ouverture d'esprit. Elle va être suivie par une deuxième dimension qui est l'acceptation ou la souplesse, l'ouverture d'esprit. Accepter des événements qui se passent autour de nous et qui nous feraient réagir, mais en même temps les accepter sans pour autant se résigner. Et ben ça permet à notre corps, à notre intelligence, petit à petit, de ressentir une forme de sérénité. Et cette sensation est vraiment puissante, car la sérénité va entraîner de façon naturelle le fait de nuancer l'événement. L'événement extérieur à nous va peut-être nous déranger, mais on va être capable de le nuancer. C'est-à-dire que l'on peut prendre un événement qui nous dérange en nous demandant plutôt, par exemple, s'il n'y a pas une opportunité nouvelle induite par cet événement, ou n'y a-t-il pas une possibilité de voir cet événement autrement? C'est pas si grave qu'on imagine. Il y a des opportunités qui se présentent à nous, etc., etc. Ensuite, la nuance va entraîner une autre dimension, qui est la dimension de la prise de recul. Cette prise de recul est très utile lorsque l'on est face à l'inconnu. Lorsque nous avons des décisions importantes à prendre, il vaut mieux, par exemple, laisser passer une nuit, car devant l'urgence, notre cerveau, notre intelligence, notre cortex préfrontal agit bien plus lentement que le mode automatique. Et donc, il a besoin parfois de creuser, d'aller chercher à gauche, un peu à droite, dans des capacités qui sont en nous, mais qui sont parfois endormies. Il y a même un proverbe qui est très intéressant qui dit que la nuit porte conseil. Eh bien, ce proverbe est en fait une réalité neurobiologique du cerveau, car pendant la nuit, notre cerveau continue son travail et il est en activité. Il va revoir tout ce qu'il a vu la veille, il va recréer des nouveaux liens. Tout le monde l'a déjà vécu dans sa vie en se levant le matin avec l'idée qu'il fallait, l'idée qu'il manquait,
ou avec la réponse à la question que l'on se posait la veille? Eh bien, c'est votre cerveau qui a fait le travail, car avant, durant la nuit, vous vous êtes mis dans un état de sérénité et d'ouverture. Et tout cela, pour terminer avec la dernière dimension du cortex préfrontal face aux sentiments, c'est que lorsque l'on est dans cet état d'esprit, on est dans la sérénité. C'est vraiment une force incroyable que l'humain peut se créer, et à partir de cette sérénité, on peut prendre de vraies décisions. Des décisions qui sont stables, intelligentes, qui sont basées sur le bon sens, sur l'intelligence rationnelle, ou même sur l'intuition. Et lorsque l'on prend des décisions de cette manière et que l'on est dans un état de sérénité, on assume ses décisions car on ne change plus d'avis. On sait que l'on est aligné avec soi-même. Alors ce qui est incroyable, c'est qu'à ce niveau-là, tous les êtres humains sont sur le même pied d'égalité. On a tous les mêmes capacités substracérébrales. Ces capacités sont universelles. Donc que l'on vive en Afrique, en Chine, en Europe ou ailleurs, les substrats cérébraux sont les mêmes pour toutes les populations. Seul l'aspect culturel est différent. Alors qu'est-ce que l'aspect culturel? Eh bien, c'est tout ce qui nous a été inculqué par l'extérieur. Donc c'est vrai que là, nous sommes stimulés de manière différente en fonction des cultures. Et si on absorbe tout ce qu'on nous dit sans faire le tri, sans être à l'écoute de nous-mêmes, eh bien, nous serons formatés. Et si on est formaté, effectivement, nous serons susceptibles de générer des émotions négatives en criant, par exemple, à l'injustice ou je ne sais quoi d'autre. En dehors des individus, bien entendu, qui biologiquement ont subi des traumatismes ou des maladies, chaque humain possède les mêmes facultés. La seule chose qui diffère pour chacun d'entre eux est de quelle manière ils vont s'y intéresser. Il y a des gens qui ont des conditions de vie très difficiles et qui deviennent des génies. Et puis d'autres qui ont tout ce qu'il leur faut autour d'eux et qui sont absolument imbuvables. Il y a aussi dans l'approche des neurosciences au sujet de l'intelligence émotionnelle, il y a aussi là-dedans une notion de liberté, celle de la liberté de choix. Chacun dans sa vie reçoit des éléments sur lesquels il peut s'accrocher et construire. Et si l'on parle de cela, on peut parler de la neuroplasticité du cerveau. La neuroplasticité du cerveau est une découverte assez récente car elle a à peu près une bonne vingtaine d'années. On sait aujourd'hui que notre cerveau est plastique. Alors cela veut dire qu'il change, qu'il évolue, que chaque jour on peut créer de nouveaux circuits neuronaux, que l'on peut en découdre des anciens, que l'on peut en fait se transformer. Il y a donc l'absolue nécessité de déconstruire les fausses croyances qui consistent à dire que, au fil du temps, on perd des neurones en vieillissant et que l'on ne peut pas changer de comportement à partir d'un certain âge ou tout court, ou que quand on devient vieux, que tout se sclérose, etc., etc. Ceci est absolument faux. En fait, si, c'est vrai, mais pour celui qui ne veut plus réfléchir, pour celui qui est psychorigide. Mais on peut avoir un cerveau actif jusqu'à 120 ans. Si on se passionne, si on veut apprendre, si on veut découvrir, si on veut être ouvert, si on veut être curieux, si on veut savoir nuancer, etc., etc. C'est en fait une attitude d'esprit. L'important, c'est la pensée, l'esprit que l'on met dans les choses. Donc l'intelligence émotionnelle, pour revenir à ce mot, est cette intelligence de l'homme conscient qui assume sa vie d'être humain et qui s'intéresse aux choses. Voilà, mes repiquages sont prêts. Donc il me reste à procéder à l'arrosage. Donc mon premier arrosage est toujours copieux.
Parce qu'il faut bien imbiber et le paillage qui est constitué de résidus végétaux, donc de bois et de choses là. Et il faut que les racines adhèrent bien, reprennent de la vigueur le plus rapidement possible en adhérant bien à un semi-humide. Donc je fais un arrosage copieux et après, selon la température de la petite serre, j'y touche plus pendant 4 à 5 jours. Pour revenir à l'émotion de joie, qui est une émotion positive, agréable, qui peut être générée par exemple en regardant un beau film ou en voyant des enfants sourire par exemple, cette émotion de joie va nous remplir de bien-être. Mais qu'en est-il des émotions dites négatives qui peuvent être très perturbantes comme la tristesse, la colère, la peur ou le dégoût? Eh bien, on peut effectivement dire de ces émotions que ce sont de mauvaises émotions. On peut dire ça. Mais on peut également en dire ou en faire tout autre chose. On peut les observer comme des émotions que le corps nous donne pour en faire des alliés. C'est-à-dire que, ok, elles ne sont pas agréables, mais si j'allais à la racine de cette émotion, si par exemple vous voyez quelqu'un qui fait un travail complètement inefficace et que ce qu'il fait ne sert à rien du tout, vous pourriez peut-être vous énerver devant une personne comme celle-là. Vous ressentiriez peut-être une émotion de colère ou d'agacement, qui a priori est une mauvaise émotion. Mais cette émotion d'énervement est également autre chose. Cette émotion, si vous choisissez de l'interpréter d'une autre manière, donc si vous choisissez de l'interpréter d'une autre manière que comme une émotion négative, elle peut devenir un allié dans le sens où vous pouvez vous dire « Tiens, je m'énerve pour cette chose-là. Mais pour quelle raison est-ce que moi je m'énerve pour cela? Alors que mon voisin, face à la même situation, lui, reste zen, reste calme et serein. » Ce qui signifie, dans le cas de l'exemple de la personne qui fait un travail inefficace, que vous allez devoir faire un travail sur vous par rapport à la notion d'inefficacité, dans le sens qu'allez-vous mettre en œuvre pour rester calme et serein devant l'inefficacité. Car ce sera à ce moment-là que vous serez en mesure de parler et communiquer de façon intelligente avec la personne qui fait un travail inefficace. Sans quoi, vous allez vous énerver sur elle, en créant de la frustration chez elle et de la frustration chez vous aussi, ce qui va vous éloigner donc de l'intelligence émotionnelle. Pour résumer, on peut dire que les émotions qui nous font un peu souffrir, il faut pouvoir les accepter et essayer de trouver la racine qui est derrière. Dans l'exemple que je vous ai donné de la personne qui fait un travail inefficace, la racine serait « j'ai horreur de l'inefficacité ». Et pourtant, l'inefficacité peut parfois être intéressante. Si on pense aux avantages de l'inefficacité, on peut se dire « tiens, on peut apprendre de nouvelles choses, on peut s'intéresser à ce que l'on ne connaissait pas ». On pourrait, à partir de l'inefficacité, s'enrichir de ce que cela pourrait nous apporter. Et donc, on change de regard sur les choses. Et c'est précisément à ce moment-là que l'on devient véritablement efficace. C'est à ce moment-là que vous devenez, par rapport à l'inefficacité de quelqu'un de beaucoup plus serein, qui pourra lui parler, qui pourra lui poser des questions, comme par exemple, tiens, pourquoi tu fais cela de cette manière? Et lorsque vous faites comme ça, lorsque vous changez votre regard, lorsque vous nuancez la situation et que vous commencez à vous intéresser à quelque chose que vous ne connaissez pas et que vous posez les questions de cette manière, petit à petit, vous amenez l'autre à grandir, en même temps que vous. Car c'est ici que se situe la richesse. Tant que vous êtes énervé, la neuroscience nous l'apprend, quand quelqu'un est en stress d'énervement, d'angoisse ou de peur, son cortex préfrontal est plat.
C'est-à-dire que quand on est énervé, on n'est plus du tout aidé par notre intelligence émotionnelle ou par notre gouvernance adaptative. Donc, on ne s'adapte plus, on ne change pas, on est bloqué. Donc finalement, nous pouvons faire de nos émotions qui nous font souffrir un tremplin pour nous améliorer. Alors pour terminer sur ce sujet, j'aurais encore beaucoup de choses à vous dire, mais je vous ferai d'autres vidéos et d'autres explications parce que c'est un sujet qui m'a beaucoup aidé et qui m'intéresse fortement. Je dirais qu'il est probable que nous soyons sociétalement arrivés à une sorte de croisée des chemins, où il devient certainement indispensable que l'homme arrive à comprendre comment il fonctionne et pourquoi il est très souvent dans l'erreur, simplement par méconnaissance du fonctionnement de son cerveau. André Malraux écrivait que le 21e siècle sera spirituel ou ne sera pas. Alors, lorsque je parle de spiritualité, je ne parle pas forcément de religion. Le spirituel est le développement de nos capacités préfrontales à créer, à innover, à s'adapter, à donner du sens à nos vies et créer des sentiments. Le plus incroyable, c'est que nous sommes à une époque où l'on constate que ce que nous apprennent les neurosciences rejoint en de nombreux points ce que nous apprenaient les religions. Ceci est très probablement la richesse de demain et servira à éteindre ou ne pas allumer bien des conflits. En tout cas, c'est la magie à laquelle j'aime correspondre et que j'aime transmettre et partager tout simplement. Voilà, alors pour conclure, eh bien, j'en profite pour vous informer que vous pouvez faire appel à mes services par l'intermédiaire de coaching. Alors, pourquoi faire appel à un coaching? Eh bien, c'est très simple. Vous pouvez vous retrouver dans une situation conflictuelle au travers de laquelle vous aimeriez sortir et vous vous sentez bloqué car vous êtes envahi par le stress ou envahi dans un cercle vicieux qui vous empêche de trouver la solution pour vous sortir de ce conflit. Très souvent, nos émotions, lorsque on est enfermé dans des émotions de stress, comme je vous l'ai expliqué, nous empêchent d'être clairvoyants et d'accéder à notre préfrontal. Et pour ça, il existe des techniques et des façons de faire qu'il faut connaître. Et c'est donc par l'intermédiaire d'un coaching que je pourrais vous orienter et vous expliquer comment vous sortir de vos situations. Alors ces situations peuvent être diverses, vous pouvez être confronté à un projet collectif qui tourne mal parce que au travers des discussions, les personnes restent sur leur position, bloquées dans leurs égos par exemple, ou vous-même, vous pouvez être bloqué dans votre ego ou enfermé dans le stress comme je viens de vous l'indiquer. Et dans ce cadre-là, en m'expliquant et en m'exposant vos situations, un coaching peut vous faire prendre conscience de la bonne conduite à tenir et de l'attitude à avoir pour débloquer des situations. Alors les situations peuvent être diverses. Vous pouvez avoir affaire à une problématique de vie en collectivité, mais vous pouvez aussi être en conflit avec un voisin, un ami, un collègue, un patron, ou même vos enfants ou votre partenaire de vie, etc., etc. Donc si vous voulez faire appel à mes services par l'intermédiaire d'un coaching, vous pouvez cliquer sur le lien qui est en description de cette vidéo et on se retrouve de l'autre côté. Il me reste donc à vous dire de prendre soin de vous, de prendre soin des autres et de prendre soin de la Terre. À très bientôt.